pour qu'il continue à guider nos pas et à nous inspirer les bonnes pratiques traditionnelles telles que l'initiation. Constitués essentiellement des cases rondes couvertes de chaumes et très arborées, les 3 villages formant le nouveau Bekonjo comptent plus de 2000 âmes et s'étalent sur environ 2 km tout le long de la grande route qui va de Doba à Koumra. Mais Bekonjo, qui se situe à plus de 15 km de Doba, chef-lieu de la région du Logone oriental, est aussi un village résidence du prêtre du culte de l'initiation et partant le centre principal des rites initiatiques. Le prêtre de l'initiation ou Mban qui réside à Bekonjo a pour fonction l'éducation et la formation des hommes à travers l'initiation qui est une forme d'école traditionnelle. Il dispose à cet effet d'un état-major conséquent composé de Ndjekundamian, Ndjekosinege, Ndjekodwor, Ndjeboumian, Ndjesinda, Ndjondoko, respectivement le chargé du couteau des jets sacrés, le porteur des saguets, le devin voyant, le porteur du fourreau des couteaux des jets sacrés, le chevalier messager, le chef des sites d'initiation, etc., des sœurs ou cousines Korbeg, c'est-à-dire des princesses de l'initiation et des secrétaires. L'origine de l'initiation remonte dans la nuit des temps. Elle est lointaine, mais le feu de l'initiation nous est parvenu de l'Est par le pays Sar de Ba, puis de Bédigri. Bédigri l'a transmis à nos ancêtres. Mes ancêtres l'ont pratiqué sans discontinuité et sans heurts. Voici dans l'ordre quelques noms de prêtres qui m'ont précédé. Bomjeda, Mojigbe, Mongarmon, Momadenga, Mongardonde, Mongakunde. Ce sont là les prêtres du culte de l'initiation que je connais. Moi, j'ai succédé au défunt prêtre Ngarmon. C'est un conclave de sages de Bekonjo qui m'a jugé digne de prendre la relève. Je suis à la commande il y a déjà 27 ans et j'ai présidé 2 tours d'initiation, celui de 2003 et celui de cette année. Il n'y a eu jamais de problème. Pour réussir, j'ai gêné, prié et supplié Dieu et les ancêtres. Et le peuple unanime m'a demandé de lancer les rites de l'initiation. Cela signifie que je n'ai jamais acheté ce pouvoir. Cette année, je suis le seul prêtre à lancer l'initiation dans le canton d'Oba, car cela requiert des conditions que j'ai accomplies. Outre les privations et prières, il m'a fallu 3 ans de démarches auprès des autorités cléricales et administratives. Dans beaucoup de sociétés tchadiennes, le passage de l'enfance à l'âge adulte s'effectue par des épreuves rituelles, des morts ou des naissances symboliques. Circoncision ou baptême pour les uns, Yondo, Lao, Bel, Ngokai pour les autres.
À Bekonjo, tout comme à Beraba dans la sous-préfecture des Doba rurales, c'est le Sing. Ces villages furent fondés en effet sur des contrats fermes de loyauté entre l'ancêtre fondateur et les dieux protecteurs des lieux. Les futurs chefs et prêtres qui se succéderont dans ces villages se doivent donc de respecter ces engagements inscrits dans la tradition. C'est pourquoi, à la période convenue, le prêtre de l'initiation s'engage à perpétuer l'un des éléments culturels fondateurs légués par la tradition, à savoir l'initiation. Mais le lancement des rites initiatiques requiert du prêtre du culte de l'initiation des préalables, notamment l'autorisation consensuelle de la hiérarchie cléricale et des rites purificatoires à observer. Il lui faut l'aval du prêtre du culte de la terre et du grand maître de l'initiation. Ce n'est qu'au terme de ces démarches et des longues prières que le Mondo, le prêtre de l'initiation, obtient du prêtre du culte de la terre le cutus d'organiser l'initiation. Dans la hiérarchie des pouvoirs traditionnels, en effet, le prêtre du culte de la terre est le dauphin de l'ancêtre fondateur du village. À ce titre, il joue l'intermédiaire entre les dieux protecteurs et les hommes. Sa voix est donc prépondérante. Je suis en effet le prêtre du culte de la terre. Je détiens ce pouvoir de mes oncles maternels et j'ai déjà 11 ans d'exercice. J'ai été intronisé après le décès de la prêtresse Doyle. C'est un pouvoir qui ne se transmet qu'après le décès du détenteur. Autrement dit, on ne prépare jamais la relève de son vivant. À Bekonjo, le prêtre du culte de la terre officie en lieu et place de ses oncles défunts. Il a hérité le pouvoir de la lignée maternelle. Mon rôle consiste à protéger les villages des agressions naturelles et humaines. En cas d'épidémie et de guerre, je dois agir pour éviter à notre terre d'avaler du sang ou des cadavres. En période de sémailles, je procède au premier semis du mil précoce tout en invoquant la clémence de Dieu. Quand le mil vert précoce est mûr, j'en offre les prémices à Dieu sur son autel avant que la population ne le consomme. C'est la façon traditionnelle de remercier Dieu
pour la terre, la pluie et la bonne récolte. Cette gratitude est aussi un gage de bonne santé pour tous les villages. Comme nous pouvons le constater, on ne doit pas opposer Église et tradition. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que nul ne peut servir des maîtres à la fois. Donc, que les prêtres des églises fassent leur travail et que ceux qui gardent nos traditions fassent également le leur. Tout concourt à l'édification de l'homme. Un événement circonscrit dans l'espace soit-il ne peut ne pas engager l'agrément de l'administration du territoire, étant donné qu'il s'agit de l'éducation d'une bonne frange de la société. Le collège de Mondo de Bekondo a dû donc lui faire allégeance pour obtenir la dernière autorisation officielle. L'administration accompagne l'initiation. À l'ouverture, quand les gens vont en brousse, et également à la sortie. Mais quand les jeunes sont en brousse, l'administration ne peut rien faire. Les gens sont en brousse. L'accompagnement, c'est un peu les conditions favorables pour que la formation des jeunes gens en brousse se fasse dans les bonnes conditions. Parce que parfois, par exemple cette année, il y a de l'inondation ici dans la région. Et il faut s'assurer que les jeunes qui sont en brousse ne soient pas malades. Donc pour cela, il faut s'organiser de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de casse là-dedans. Et puis deuxièmement, c'est également le problème de l'agriculture et des éleveurs aussi. Vous savez, les sites sacrés, n'importe qui ne peut pas y aller. Surtout les femmes et les non-initiés ne peuvent pas aller dans ces sites-là. Donc les champs ne doivent pas être à proximité des sites pendant cette période. Donc ça, on prend le devant pour informer les gens, pour que, bon, quand la formation se fait en brousse, il ne faut pas que des curieux ou bien des hommes non avertis aillent perturber les choses. Et quand ils sortent également, quand ils sortent, on essaie de voir, parce que quand ils sortent, c'est des gens qui sont déjà un peu travaillés, ils sortent, ça peut faire du bruit, ça peut faire de la violence parfois. Et là, également, on demande aux éléments de la sécurité d'être vigilants pour que ces jeunes gens qui sortent de la brousse ne commettent pas beaucoup d'exactions. Tous les préliminaires étant réglés, les prêtres de l'initiation décident collégialement du jour d'entrée dans la forêt sacrée après avoir consulté le devin voyant. Pour les néophytes, c'est un jour de 1001 soleils. Pour les mères, c'est un jour de mélange de joie et d'angoisse, tandis que pour les parrains, c'est un jour de responsabilité et d'engagement qui commence. Comme un peu partout en Afrique, certaines communautés traditionnelles tchadiennes ont su ériger une partie de leur terroir en brousse réservée. De commun accord avec les dieux possesseurs de ces espaces, elles ont attribué ces brousses à des lignes qui doivent les posséder pour les protéger. Ces réserves ou forêts sacrées jouaient plusieurs rôles, notamment celui de permettre le recueillement aux sociétés organisées.
Les premiers ancêtres occupant des baies Konjo n'ont pas dérogé à la règle. À la lisière de ces villages, ils ont conservé à l'état naturel une bonne partie de leurs brousses réservées aux cérémonies rituelles. C'est dans ces bosquets que des milliers de jeunes âgés de 13 ans et plus ont été regroupés à l'effet de leur imprimer les règles de conduite à l'âge adulte édictées par la tradition. Nos ancêtres fondateurs du village nous ont laissé en héritage une terre riche sur laquelle tout pousse bien. Ils nous ont légué également une portion de forêt vierge que nous gardons jalousement, car on trouve dans cette brousse toutes les espèces d'arbres fruitieux ou à valeur médicale traditionnelle. C'est là où se déroulent généralement nos cérémonies religieuses ou initiatiques. Nous avons déjà pris des dispositions pour la protéger des agressions des coupeurs de bois ou des éleveurs. Cela fait déjà plus de 21 jours que les jeunes candidats à l'initiation sont admis dans la forêt sacrée à l'écart du village. Seuls les parrains et encadreurs autorisés à transporter les repas ont accès dans le périmètre. Au niveau du village, la vie semble tourner au ralenti. Beaucoup de cases sont restées hermétiques faute d'occupants. Les animaux sont conduits au pâturage par les vieux parents. 90% du temps actif des femmes sont consacrés aux préparations de repas qui ne doivent souffrir d'aucun retard sous peine de sanction sous la conduite des vigiles du prêtre de l'initiation. Tous les jours, ce sont des valses de va-et-vient interminables entre les parrains et marraines qui s'échangent les repas à mi-chemin du village. Et en cette période hivernale, toutes les activités sont rythmées par la pluie dont les flots d'eau s'étendent à perte de vue dans le village. L'initiation est une institution de la tradition. Elle est une école et comme telle a ses objectifs. Ainsi, elle apprend à l'enfant à devenir adulte par la connaissance de la terre nourricière qu'il ne doit pas souiller par le sang criminel ni par le rapport sexuel à même le sol. La terre est un don de Dieu. Elle est désormais sacrée pour lui. Nul ne doit le vendre, mais plutôt en jouir. Un initié ne doit pas quémander la nature, mais plutôt la dominer. C'est une façon de changer la mentalité. Nos comportements qui ne sont pas bien dans certains milieux. À l'initiation, on change beaucoup de choses. Le comportement, la mentalité, on apprend un langage qui nous permettrait de disparaître en cas de danger. La formation et l'encadrement du jeune pendant ce laps de temps doivent lui permettre d'accéder à son patrimoine culturel, d'analyser les faits et de dominer son instinct. L'initiation est une sorte d'école qui nous permet de revisiter et de mémoriser nos coutumes traditionnelles et leur période d'exécution dans l'année. Comme les autres peuples, nous avons une année de travail divisée en 12 mois lunaires. Février dato Robndongo, mars dato Ngokade, avril dato Palbo, mai dato Samtado, juin dato Balé, juillet dato Sao, août dato Boul,
Novembre dato septembre dato ndel. Octobre dato ndel kumdimbo. Ndelda oui. Novembre dato ndelda. Décembre dato oram kato. Ainsi, la lune des fiançailles, des réjouissances populaires ou des funérailles, des semailles ou des récoltes sont édictées par la tradition et consignées dans la mémoire collective. À l'issue de cette renaissance par l'initiation, l'enfant doit pouvoir garder dans son cœur son repère culturel pour pouvoir s'intégrer dans la société. Au terme d'un séjour de 4 semaines dans la clairière, le Mondo, le prêtre du culte de l'initiation, annonce l'imminence de la levée du camp. Au niveau du village, les femmes s'affairent dans les cuisines communes, appelées gargara, à préparer le gâte ou dernier repas. Une sorte de repas qui rappelle la Pâque des Juifs avant leur sortie d'Égypte. Au parrain, il incombe d'affiner les masques faits de fibres ou de feuilles pour permettre à leurs initiés de danser. Les mères, les sœurs et les cousines s'ingénient quant à elles à fabriquer les parures les plus chamarrées pour orner les initiés. Les travaux qui incombent les princesses de l'initiation sont de 2 zones. Le premier consiste à préparer le premier repas de consignation des néophytes à leur entrée dans la forêt sacrée. Le second nous impose de préparer la libation dite beauté pour le désenvoûtement des initiés à leur sortie définitive de la brousse. En tant que mère, sœur ou cousine, nous sommes obligés de préparer les repas quotidiens des initiés. Pendant la période de l'initiation, nous travaillons sans relâche pour que le processus réussisse, au grand bonheur de la société. Ce sont toujours les femmes qui se chargent d'arranger les parures destinées à orner les initiés. Le jour tant attendu est arrivé. Dès l'aube, un vacarme fait des chants. Des sons de tam-tams et des cris d'interpellation envahissent l'air. C'est la sortie du camp. Des milliers de néophytes tout badigeonnés, des kaolins et accoutrés de masques se regroupent autour de la case du prêtre de l'initiation pour lui présenter la danse inaugurale. Cette danse dite amère est réservée uniquement aux initiés et à leurs parrains. C'est une danse rituelle, donc c'est une danse qui concerne uniquement le chef de l'initiation, le Mbang. Donc dès la sortie des enfants, il faut absolument qu'ils viennent chez lui danser. C'est un signe d'honneur, quoi. Donc c'est pourquoi ces enfants sont venus danser. Après ils vont regagner leur site et puis la danse aura lieu dans chaque site maintenant. C'est pas ici seulement que les enfants vont danser, mais ils vont danser dans chaque site, dans chaque village. Parce qu'ils viennent de différents villages, de différents cantons. Donc ils vont regagner leur village, leur canton, et puis c'est à partir de là qu'ils vont organiser leur danse.
À l'occasion, chaque mère encore inquiète accourt brandille à la main pour s'enquérir des nouvelles de son enfant et de son nouveau nom auprès du parrain. Une fois rassurée, elle manifeste la reconnaissance de son enfant en brisant une brindille à 3 reprises sur le flanc de celui-ci. Les enfants ont duré en brousse. Ils ont fait presque 1 mois et demi, 1 mois et 35 jours à peu près. Alors, il y a des cas de maladie, il y a des cas de mort, 2 fois. Ce n'est pas à tout moment, mais 2 fois. Donc, quand la maman se présente avec les brindilles, celui qui a amené son enfant à l'initiation là, va présenter son enfant à la maman. Donc, la maman va venir casser le brindille là, sur son enfant. Donc, sa maman reconnaît automatiquement que son enfant existe. Donc, c'est un signe de reconnaissance, c'est pourquoi ils ont cassé le brindille là. Si la maman ne casse pas le brindille là, vraiment, elle ne sera pas à l'aise. Donc, peut-être elle va éclater de pleurer, tout ça alors. Celle a cassé le brindille là, automatiquement, elle est contente, elle reconnaît que son enfant existe. Donc, c'est un signe de joie aussi pour la maman. La pluie battante, les flots d'eau, le sol boueux, le froid, la faim et la soif sont autant d'éléments qui concourent au test d'endurance des initiés en ces jours solennels de sortie. Un homme est fait pour affronter et vaincre les épreuves de la vie. Chaque enfant initié selon le rite Yondo doit avoir un nouveau nom. Dans la forêt sacrée, il était mort et donc censé avoir enterré son ancien nom et toutes les déviances originelles. À sa sortie, il est un homme nouveau. Par conséquent, il doit être rebaptisé d'un nom ayant un sens pour la société. En effet, chaque nom attribué à un enfant est tout un programme d'action que le parrain ou le père confie à son enfant. Ainsi, Djilnodi signifie littéralement « ombre pour la famille », autrement dit, l'enfant qui le porte doit être l'arbre à palabres pour la famille. Assuré que toutes les dispositions sont prises, le Mondo Umban sort comme une nymphe de sa case, armée des reliques et des attributs de ce pouvoir. Suivi de son acolyte et accueilli par son staff, il engage la danse virile et guerrière au rythme d'un son envoûtant pour marquer sa reconnaissance aux ancêtres et aux esprits bienveillants qui les ont accompagnés durant tout le processus de l'initiation. Il va enfin bénir chaque groupe d'initiés avant de le renvoyer chez le prêtre du culte de la terre. Durant tout le processus de l'initiation, l'administration centrale était présente par l'entremise de Sa Majesté, le chef des cantons de Doba. Celui-ci joue également le rôle de garant de la sécurité et du bon déroulement de l'événement. Il en est le chef supérieur. C'est à ce double titre qu'il reçoit chaque groupe d'initiés venu lui présenter ses révérences. À l'occasion, le rythme des tam-tams et la cadence des pas changent. La danse devient populaire. Les femmes peuvent s'en mêler.
L'initiation est une pratique traditionnelle et de ce fait engage toute la société. Nous, les princesses de l'initiation, sommes intimement liées aux préparatifs de départ et de sortie. C'est à ce titre que nous dansons avec le collège des prêtres. Cela traduit notre appartenance à la même famille des prêtres. Toute femme ointe de kaoulin et qui porte ce genre de hache pendant la période de l'initiation appartient incontestablement au cercle des prêtres de l'initiation. Par exemple, moi, je suis née à Bekonjo, des parents prêtres de l'initiation. Cela me donne naturellement droit d'accompagner partout le prêtre du culte de l'initiation et de porter cette hache qui est l'insigne de mon appartenance au clan. Dans les pratiques traditionnelles initiatiques, les femmes peuvent danser avec leurs fils, leurs cousins ou leurs frères initiés. C'est pour exprimer leur pleine joie d'avoir retrouvé les leurs. Après une semaine de danse carnavalesque à travers les villages, une dernière danse publique d'adieu est organisée à Bekonjo. Elle voit la participation de tous les dignitaires, y compris le collège des Mondo et des Korbeg. Une manifestation qui commence par la danse très emballée des prêtres et des princesses de l'initiation.
Vient alors le tour des initiés qui, sur un rythme ensorcelant, rivalisent d'ardeur avec leurs sœurs, mères et cousines, qui, à l'occasion, leur offrent des cadeaux. Mais il n'y a rien de plus affectueux que d'étaler son pagne sous le pied de son fils qui danse. Tout le monde manifeste ainsi l'unanimité et la solidarité qui ont régné pendant ces moments de retour à la source. C'est une pratique de nos ancêtres, c'est une pratique qui a existé depuis longtemps. C'est une pratique qui permet aux adultes d'amener les jeunes quelque part et de les former pour que ces jeunes puissent avoir l'accès à aux classes des adultes. C'est une bonne chose, ça fait vivre même l'animation autour des quartiers
Vous savez qu'à travers cette formation des initiés, il y a une danse qui est là, mais depuis un laps de temps, il y a des jeunes qui n'ont pas accès pour voir ces danses. Mais nous, dans le ministère de la Culture ou dans les directions de maisons de culture, nous présentons également ces danses par le biais des ballets qui présentent ces danses. Donc ça permet à ceux qui sont nés ailleurs, dans des régions où ils n'ont pas vécu cela là, ils regardent. Donc c'est une bonne chose. Les bonnes choses ont toujours une fin. Le ciel assombri de ce matin participe sans doute au dépôt des masques. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Il faut débarrasser les enfants de leur accoutrement. C'est la levée des blagues, c'est-à-dire des esprits qui auraient possédé les enfants pendant leur séjour dans la forêt sacrée. Parents, initiés et parrains reprennent alors le chemin du bois sacré. Les mères, toutes contentes de revoir leurs enfants dégarnis des masques, se hâtent également d'apporter le repas de désenvoûtement à la lisière du village. Il faut nécessairement les désenvoûter. Sinon, ces nouveaux initiés ne retrouveront pas la tranquillité d'esprit. Maintenant, je suis très heureuse que mon fils soit initié. Il a grandi. Il peut rester dans le cercle de ses aînés. Que Dieu bénisse au centuple son parent. Une fois rassemblés dans le bosquet, les initiés sont débarrassés de leurs masques, puis on leur rase totalement la tête, comme au départ. C'est alors seulement que les parrains les conduisent auprès de leur mère pour recevoir le dernier repas. Chaque enfant portera lui-même sur sa tête nue son repas de désenvoûtement jusqu'à dans le bosquet, où Vrombi à rompre l'air, la voix des revenants. Après quoi, tout le monde peut rentrer chez lui. Un bois taillé, signe de sagesse, est cependant remis aux nouveaux initiés. Nous les Mongols, nous amènerons toujours nos enfants à l'initiation pour leur ouvrir le cœur au monde et à la tradition. Qu'ils y apprennent notre langue initiatique et se comportent en hommes dignes dans la société. L'école occidentale n'exclut pas l'initiation traditionnelle. L'école est arrivée quand l'initiation traditionnelle s'était déjà enracinée chez nous. Les deux écoles d'ailleurs se complètent, même si l'école occidentale nous oblige à pratiquer l'initiation pendant la saison de pluie. L'école basse, l'école da, l'école. Tout enfant amené à l'initiation doit être rasé au départ et à la sortie. C'est un signe d'humilité
Nous les parents devons également nous raser. Après ces rasages, ces enfants peuvent maintenant aller à l'école ou vaguer à leur occupation en toute tranquillité. Comme leurs voisins Goulaye, Sarakaba, Sar, Ngamenar avec lesquels ils partagent les vastes régions du Moyen-Chari, du Mandoul et du Logone oriental, les Mongos pratiquent le yondo comme mode d'expression culturelle authentique depuis des générations. La voix des man, qui semble dire à la nouvelle cohorte d'initiés de tenir ferme, portera certainement encore loin. Car un peuple sans culture est un peuple sans âme, dit-on.